Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus au sommaire de cette nouvelle édition de Géopolitis. Omniprésents sur les terrains de guerre, les drones de tout type sont devenus des armes redoutables, horrifiantes. L'agression russe en Ukraine a accéléré leur utilisation intensive. L'apparition constante de nouveaux modèles ne cesse de bouleverser les stratégies, notamment de défense. Aujourd'hui dans le monde, une centaine d'États possèdent officiellement des drones militaires. Les exercices sont nombreux, mais est-ce que les armées européennes, par exemple, arrivent à suivre de telles évolutions ? Il sera question aussi de l'intégration de l'intelligence artificielle dans ces systèmes. L'autonomisation des machines représente un risque supplémentaire et suscite de grandes inquiétudes. Son bourdonnement provoque les pires angoisses auprès des soldats comme des civils. Sur les terrains de guerre, le drone n'est plus seulement un simple outil ponctuel, il est devenu omniprésent. Pas un jour sans que des drones militaires ne soient engagés dans le monde, à tel point qu'il redessine complètement les stratégies. Leur prolifération, très préoccupante, pose évidemment de nombreuses questions éthiques. Ces engins sans pilote ne sont pas nouveaux. Des prototypes ont même été réalisés pendant la Première Guerre mondiale. Les drones ont d'abord été conçus pour collecter discrètement des renseignements. Ils ont été progressivement rejoints par les drones armés. Les années 2000 ont marqué un tournant avec une intensification de leur utilisation et un perfectionnement technologique. Tout s'est accéléré et aujourd'hui, ils sont partout, au sein des armées régulières, mais aussi aux mains de certains groupes armés, tant ils sont devenus accessibles à bas prix, selon les modèles ou les trafiquants. Nous allons en parler avec notre invité Léo Perriat-Peigné, qui est chercheur à l'Observatoire des conflits futurs à l'IFRI. Mais venons-en d'abord à ce qu'a engendré la guerre en Ukraine en termes de prolifération des drones. Nathalie Boujard. Ils sont devenus un outil de guerre incontournable. Les drones, de tout type, taille et prix. Toujours plus nombreux, plus sophistiqués, plus meurtriers. Dans la nuit du 8 au 9 juillet dernier, la Russie a lancé 728 drones et 13 missiles contre plusieurs villes, un record. Ces attaques massives malmènent les systèmes de défense aérienne ukrainiens et terrorisent la population civile. Depuis le dernier mois et demi, j'ai un manque chronique de sommeil parce que les attaques deviennent plus fréquentes et actives. Les attaques de drones il y a un an, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. 6297 drones de longue portée se sont abattus sur le pays, rien que pendant le mois de juillet, contre 5438 en juin et 3974 en mai. La hausse de leur utilisation est flagrante depuis l'été 2024. En moyenne, 15% des drones russes ont pénétré les défenses aériennes entre avril et juin, contre seulement 5% auparavant. Ces drones ont été fortement améliorés pour causer davantage de destruction et être plus difficiles à abattre. Les Ukrainiens sont désormais confrontés à des centaines de ces drones chaque nuit. C'est du pur terrorisme. La Russie rattrape son retard technologique et développe massivement leur production. D'abord livré par l'Iran, ce type de drone suicide est désormais produit en Russie, sous le nom de Guiran. 150 de ces engins armés sortiraient de cette usine chaque jour. Vladimir Poutine a fait de ces outils de guerre une priorité. L'armée russe recevra des systèmes aériens sans pilote de différents types, stratégiques, lourds, petits et ultra petits. Il s'agit de systèmes de reconnaissance, de frappe, de patrouille, de contre-batterie, de sapeurs, de mineurs et de chasseurs. Des drones fabriqués avec des composants iraniens, mais aussi en partie chinois. Ces dernières années, le secteur des drones armés a fortement évolué. Le drone turc Bayraktar, qui a aidé les Ukrainiens à résister début 2022, est devenu très demandé. La Turquie, qui le produit, est désormais devenue première exportatrice de drones de combat devant les États-Unis et la Chine. L'Iran s'est spécialisé dans l'exportation de drones de combat suicides. Au début de la guerre, malgré un manque d'armes et de munitions, l'Ukraine a pu résister à la Russie, notamment grâce aux drones. Tant grâce aux modèles civils modifiés, parfois imprimés en 3D, qu'aux drones militaires sophistiqués. Kiev a ainsi coulé une partie de la flotte navale russe à l'aide de drones marins ou anéanti 41 avions avec une centaine de petits drones bon marché et frappe régulièrement des sites stratégiques sur le territoire russe grâce à des drones kamikazes longue portée. Notre pays a franchi une nouvelle étape importante dans l'histoire de la guerre moderne grâce à l'utilisation de ces drones à longue portée. Mais l'Ukraine doit désormais s'adapter à cette vague de drones russes toujours plus perfectionnés.
En dépit du manque de sommeil, ces membres de la défense aérienne mobile traquent des drones russes, sans relâche. Auparavant, ils pouvaient en lancer 120. Maintenant, ils en lancent 300 à 400. Leur vol est chaotique et imprévisible. Ils ont changé de tactique. Il est devenu plus difficile de les attraper et encore plus difficile de les détruire. Kiev mise également sur les drones d'interception. L'Ukraine devrait en produire 1000 par jour. Ou encore, l'installation de filets, comme sur cette route de la région de Donetsk, à l'est de l'Ukraine. Léo Péria-Peigné, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en armement et industrie de défense à l'Observatoire des conflits futurs de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vous êtes l'auteur aussi du livre Géopolitique de l'armement paru aux éditions du Cavalier Bleu. Alors, on l'a vu dans le sujet, la guerre en Ukraine a entraîné un recours massif au système sans pilote. Est-ce que cela a été un tournant décisif dans l'histoire de l'utilisation des drones ? Ça a été un tournant parce qu'en réalité, ça a été l'amplification d'un phénomène qu'on avait déjà constaté en 2020 dans le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'enclave du Haut-Karabakh, où pour la première fois, peut-être dans l'histoire militaire, l'armée azerbaïdjanaise a utilisé ce qu'on va appeler un écosystème de drones, où vous avez différents modèles et types de drones qui vont agir en complémentarité pour obtenir un effet militaire majeur. Cette guerre-là, elle a été très courte, elle a duré une quinzaine de jours, donc elle n'a pas pu en fait entraîner un effet d'innovation et de contre-innovation, ce que la guerre en Ukraine a permis. Au début de la guerre, l'Ukraine manque de tout, elle manque de munitions, elle manque de canons, elle manque de systèmes qu'on va dire conventionnels, et le drone va être en fait une sorte de palliatif d'innovation d'urgence face à ce manque, qui va lui permettre et l'aider à se défendre, un phénomène qui a depuis pris énormément d'ampleur, qui s'est industrialisé. Pour vous donner un exemple, en 2023, les Ukrainiens consommaient jusqu'à 10 000 drones par mois. En 2024, c'est passé à 100 000. Et dès les premiers mois de 2025, on était à 250 000 drones utilisés, consommés par mois, rien que pour l'Ukraine. Il faut distinguer les types de drones. Même des drones à usage initialement civil peuvent être bricolés. Un tout petit drone équipé d'explosifs peut détruire un char, par exemple. Alors, ça, c'est une innovation qu'on avait déjà vue, notamment entre les mains de l'État islamique en Syrie dès le début des années 2010. Donc, c'est pas quelque chose de fondamentalement nouveau. Ce qui va changer, encore une fois, la donne, c'est l'industrialisation de ce process. Les drones sont achetés par milliers, par centaines de milliers, parfois assemblés sur place, en achetant des pièces à droite à gauche, et ensuite envoyés sur le champ de bataille. C'est là que va avoir un changement majeur, au point qu'on est aujourd'hui à plusieurs millions de drones qui sont consommés par an. C'est quelque chose d'assez simple. Il faut comprendre que du côté ukrainien, l'utilisation de ces systèmes civils, elle existait déjà à une échelle très réduite depuis le début de la guerre dans le Donbass en 2015, si vous voulez. Avec l'invasion de 2022, elle s'est massifiée et c'est devenu une sorte de mystique, entre guillemets, où le drone, quelque part, était considéré comme le cocktail Molotov au début de la Seconde Guerre mondiale, une arme populaire. Une arme populaire pour le peuple ukrainien pour se défendre face à une invasion. Vous aviez ces clips ou ces Moodle pour apprendre à assembler des drones chez vous dans votre cuisine pour ensuite l'envoyer à l'armée ukrainienne pour qu'elle puisse se défendre. C'est là qu'on va vraiment assister à une guerre de masse avec des moyens civils nouveaux. Est-ce que le recours aux drones peut changer l'issue d'une guerre ? On a vu par exemple l'émergence du déploiement de drones pour des frappes spectaculaires, en profondeur, loin des lignes de front. Alors, on peut dire qu'il l'a déjà fait. Le déploiement massif de drones a probablement permis à l'Ukraine de tenir bien mieux qu'elle ne l'aurait fait que si elle avait dû se contenter de ses moyens conventionnels, les chars, l'artillerie, les blindés, des systèmes beaucoup plus classiques. Maintenant, les campagnes de frappe à longue portée, en fait, permettent à des pays pas forcément dotés de missiles de dernière génération de frapper des objectifs très loin, c'est vrai. Il s'agit de passer à travers une défense antiaérienne russe qui est tellement étalée sur un territoire qui est tellement grand que vous avez ce qu'on appelle des espaces lacunaires qui peuvent être pénétrés par des vecteurs aériens, donc des drones, assez lents, assez gros, assez faciles à repérer, mais les Russes ayant tellement de points à défendre qu'ils ne peuvent pas défendre l'intégrité de leur territoire. Du côté ukrainien, c'est à peu près la même chose. Les Ukrainiens ont un déficit de défense antiaérienne qui est important, ils ne peuvent pas défendre leur ville, les infrastructures électriques, les infrastructures routières par exemple, dans leur ensemble. Donc les Russes vont profiter de drones d'origine iranienne initialement à faible performance, si vous voulez, pour saturer ces défenses et passer à travers ces espaces lacunaires.
Est-ce que ça change profondément le conflit ? Il est peut-être un petit peu tôt pour le dire. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est une nuisance très importante pour les Ukrainiens qui eux-mêmes utilisent ces systèmes-là pour s'attaquer au nerf de la guerre russe, qui est l'argent, par exemple en s'attaquant aux raffineries. Alors, ces drones contribuent à prolonger les conflits avec des guerres d'usure. Ils provoquent énormément de dégâts, notamment des dégâts psychologiques auprès des soldats, mais aussi des populations. Et ce, partout où les drones sont utilisés, dans l'enfer des guerres, à Gaza, en Ukraine et partout ailleurs. Alors, pour ce qui est des dégâts matériels, il faut rester assez prudent. On a une profusion de vidéos qui montrent des frappes de drones contre des blindés, par exemple, contre des chars d'assaut. Il faut comprendre que les vidéos qui sortent sont en fait, la plupart du temps, celles du succès. Et on ne montre pas forcément la dizaine, voire les dizaines de tentatives qu'il y a eu avant. Le drone, encore une fois, il s'inscrit dans un combat moderne qui est interarmes, qui utilise plusieurs composantes pour avoir une efficacité. Maintenant, l'efficacité psychologique, elle est réelle. Vous avez un reportage très récent qui a été publié sur une chaîne française qui montre en fait l'omniprésence du son des drones. Cette espèce de sifflement, de vrombissement assez désagréable qui est permanent. Et vous ne pouvez pas savoir à l'oreille si ce sont les vôtres ou si ce sont ceux de l'adversaire. Donc vous avez cette pression psychologique qui est permanente. À Gaza, c'est encore une autre question. Je crois que l'enclave de Gaza vit depuis des dizaines d'années maintenant dans le vrombissement permanent des drones de surveillance israéliens qui tournent en permanence au-dessus de l'enclave pour de la surveillance ou tout simplement pour de la pression. Alors, restez avec nous. Les drones ont considérablement modifié les stratégies militaires. Bon nombre d'États développent leurs propres capacités. On va le voir avec Mélanie Ohayo. Dans cette forêt allemande, en Bavière, l'armée américaine se prépare à la guerre des drones. Ces soldats sont là pour un entraînement spécial. Perfectionner le maniement de ces engins, qu'ils soient de surveillance ou d'attaque. Ce drone permet de détecter des véhicules à 40 km et des personnes à 10 km, ce qui est assez phénoménal. Tous ont en tête les leçons de la guerre en Ukraine. Les drones sont omniprésents. Ce que nous voulons, c'est avoir une longueur d'avance, ou 2, ou 3 longueurs à tout moment, sur tout le monde. Le Canada muscle aussi sa défense. Dans le froid arctique, l'armée apprend à détecter l'ennemi et manœuvrer en terrain hostile. Les signatures thermiques sont beaucoup plus difficiles à lire, car tout est très froid autour de vous. Au Danemark, 97 millions d'euros seront investis dans un centre militaire dédié aux drones. Il devrait être opérationnel sur le site de cet aéroport d'ici 2026, avec l'arrivée d'une centaine de soldats. Je pense que nous nous dirigeons vers une ligne de front de plus en plus déshumanisée. Les drones ainsi que des véhicules terrestres sans pilote prennent lentement le relais sur certaines parties de la ligne de front. Le nombre d'États disposant de drones armés a explosé. De seulement 4 il y a 10 ans, ils sont aujourd'hui 48 à posséder des drones capables d'assurer des missions de plus de 24 heures et pouvant circuler jusqu'à 15 000 mètres d'altitude. Un tiers de ces pays sont africains. Ce contingent spécial de la garde nationale mauritanienne patrouille en plein désert. Il parcourt des centaines de kilomètres. Il traque voleurs de bétail et groupes djihadistes. Les drones sont devenus indispensables parce que ça permet de surveiller, de faire des reconnaissances de certaines portions du terrain. Un allié précieux face à la menace djihadiste, des drones de plus en plus accessibles qui se retrouvent aussi aux mains de groupes armés ou terroristes. Léo Perrier-Peigné, les drones sont dorénavant utilisés partout dans le monde. L'Occident a pris conscience du danger que les drones représentent. Mais est-ce que les armées européennes sont vraiment préparées à ce type de guerre ? Alors,
Non, pour la simple et bonne raison que, a priori, personne ne l'est vraiment. On est sur un phénomène qui évolue à très grande vitesse. Il y a encore un an, vous n'aviez pas de drone relié par de la fibre optique, par exemple, donc vous pouviez les brouiller. Maintenant, la généralisation de ce type de drone va rebattre encore la donne. Qu'est-ce que ça donnera dans encore un an? Donc personne ne peut être vraiment prêt. Je pense que pour le moment, il faut distinguer deux types de menaces dronisées majeures qui vont perdurer. Vous avez d'abord la menace des petits drones qui ont quelques kilomètres de portée, qui sont utilisés massivement sur la ligne de front pour observer et pour attaquer. Et vous allez avoir la menace des drones à très longue portée qui vont s'attaquer à des infrastructures civiles. Face à ces deux menaces, les armées occidentales sont démunies, tout simplement parce que il s'agit là d'une niche tactique en fait que globalement nous avions complètement abandonnée. Pendant la guerre froide, les armées occidentales, toutes les armées en fait, avaient ce qu'on appelle de la défense antiaérienne basse couche, qui était souvent en fait un radar qui guide un canon de moyen calibre, un canon mitrailleur, pour abattre notamment les hélicoptères de combat par exemple, ou des avions d'attaque au sol. Après la fin de la guerre froide, cette capacité elle a été quasiment totalement abandonnée par la plupart des pays. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, des systèmes comme cela ont été envoyés en Ukraine, sortis des stocks européens et envoyés en Ukraine, où ils s'avèrent être extrêmement utiles et extrêmement efficaces. Donc je pense que la plupart des armées professionnelles actuelles n'ont plus l'habitude, voire peut-être auront du mal à déployer, en fait, tout simplement. Y a-t-il des armées plus avancées que d'autres, en Europe par exemple? Du point de vue de la défense antiaérienne, c'est difficile à dire. Vous avez des armées qui vont être plus ambitieuses que d'autres dans les programmes qu'elles mettent en place. Mais ce sont des programmes qui sont longs. La Pologne, par exemple, peut aujourd'hui faire figure de bon élève en termes de défense antiaérienne, avec un programme d'acquisition et de mise en service qui est très ambitieux. Maintenant, encore une fois, la plupart des armées sont encore dans l'expectative, à observer comment les choses évoluent pour éviter, en fait, d'investir trop vite dans des systèmes qui seront dépassés d'ici quelques temps. Par exemple, si la plupart des armées avaient investi massivement en 2022 contre les drones qui étaient utilisés en 2022, une partie de cet effort serait complètement caduque et obsolète aujourd'hui. Donc il y a une forme d'attentisme, mais il y a un besoin de préparation que je pense toutes les armées ont pris en compte aujourd'hui. Alors l'intelligence artificielle, on le sait, est au cœur de la compétition entre les puissances. C'est aussi un enjeu majeur dans le domaine militaire. Les futures armes autonomes soulèvent aussi bon nombre de questions éthiques. Vous voyez ce reportage de Raphaël Grand. L'intelligence artificielle, une révolution au croisement de la technologie, de l'économie, mais aussi de la défense. Ici, un poste de tir de missile boosté à l'intelligence artificielle, capable de détecter et hiérarchiser les cibles. L'IA également embarquée dans des systèmes complexes de radar, multipliant par 100 les performances d'un avion de chasse. Pour ce haut gradé de l'OTAN, la course à l'intelligence artificielle est désormais lancée. L'intelligence artificielle, c'est partout. Et la technologie a apporté en fait une dimension encore plus meurtrière parce que c'est plus précis, plus efficace, plus loin. Vous vous battez avec des armes et l'ennemi se bat avec des armes qui le but c'est de vous avoir. C'était vrai du temps de la flèche et de l'arbalète, c'est du temps de l'épée et de la lance, c'est vrai avec le canon et c'est vrai avec l'IA. Nous avons rendez-vous chez Thales, l'un des leaders mondiaux en matière de technologie militaire. L'IA permet ici de déployer des essaims de drones, une innovation majeure dans les guerres modernes. L'intelligence artificielle est capable d'apporter énormément et d'apporter quelque part la supériorité opérationnelle. On arrive à un système où on est capable de mettre de l'intelligence distribuée dans les drones. On est rentré dans un ratio où on n'est plus du tout en un humain pour un drone. Des drones, devenus aujourd'hui des armes de guerre, capables de se déployer de façon autonome. Des armes où la place de l'humain est désormais questionnée. On a une chance inouïe de pouvoir travailler avec des États et des clients qui ont une grande éthique et qui ont une doctrine très claire sur ce sujet. C'est-à-dire qu'on a toujours un humain en contrôle. L'humain en contrôle, en tout cas pour le moment. Mais l'IA va fondamentalement bousculer les règles éthiques qui prévalaient jusqu'ici dans les conflits armés. Léo Péria-Peigné, l'humain contrôle pour le moment les drones, il les pilote à distance, bien que les technologies avancent très vite. Y aura-t-il demain encore un être humain derrière chaque drone avec le recours à l'intelligence artificielle ? En fait, il faut comprendre que la guerre, entre guillemets, surtout, a fortiori la guerre pour la survie d'un État, c'est une activité qui va être excessivement pragmatique. Si ajouter de l'autonomie à un drone n'a aucun intérêt,
représente une menace plus qu'autre chose ou n'apporte pas une plus-value vraiment intéressante, alors elle ne sera pas appliquée. Or, le problème, entre guillemets, c'est que aujourd'hui, les Ukrainiens, par exemple, voient très bien l'intérêt qu'a cette technologie. Pour faire très simple, vous pilotez un drone qui est commandé par onde, vous l'envoyez vers une cible adverse. L'adversaire a ce qu'on va appeler un brouilleur qui va couper en fait la liaison entre vous et votre drone. Une des solutions pour accomplir la mission quoi qu'il en coûte, ça va être d'intégrer de l'autonomie dans ce drone pour qu'il puisse poursuivre sa route, grâce à ses capteurs, reconnaître sa cible et l'engager, l'attaquer, même sans connexion directe. Avant le conflit en Ukraine, cette perspective-là, je pense que tout le monde y pensait. La plupart voyaient surtout les problèmes que ça causait, notamment de responsabilité. Si votre drone en fait tue quelqu'un qui n'était pas censé tuer, qui est responsable? Est-ce que c'est l'officier? Est-ce que c'est son supérieur? Est-ce que c'est celui qui le pilotait jusqu'à la coupure? La question ça posait de très grosses questions de responsabilité. Les Ukrainiens aujourd'hui font face à une menace qui est existentielle entre guillemets pour leur État et ont donc transcendé, le terme est un peu étrange mais je pense qu'il convient, cette approche éthique en disant si nous devons nous défendre, nous devons nous attaquer aux assets adverses et l'utiliser. Ça a été notamment a priori utilisé dans le cas des drones navals. Les drones navals, qui une fois arrivés près de leur cible, étaient régulièrement brouillés par les brouilleurs installés sur les navires adverses et utilisaient leurs capteurs pour faire de la reconnaissance des silhouettes des navires adverses pour s'y attaquer. C'est une application extrêmement simple. Est-ce que c'est vraiment de l'autonomie ou est-ce que c'est de l'automatisation? C'est un petit peu difficile à dire et on en arrive à l'autre problème qui est de définir ce que c'est que l'intelligence artificielle et de définir un seuil au niveau duquel une arme va être réellement autonome. Tout de même, cela soulève de nombreuses questions éthiques. Il s'agit d'un bouleversement total en termes de responsabilité morale et légale. Est-ce qu'il ne faudrait pas un traité international spécifique aux drones et notamment à l'utilisation de l'IA pour respecter le droit international humanitaire? Il y a urgence, non? Alors, d'abord, ce genre de traité, le problème principal, c'est que ce sont toujours les mêmes acteurs qui les signent, à savoir les pays occidentaux et les pays qui n'ont pas spécialement l'intention de développer ce genre de système. Des pays un peu plus agressifs, un petit peu plus révisionnistes dans leur approche des relations internationales, vont évidemment se garder de signer ces traités-là. Les traités de maîtrise des armements suivent à peu près toujours ce schéma-là. L'autre problème, c'est de définir. Un traité, c'est un texte de loi qui doit avoir une définition légale de son objet, qui est aujourd'hui très complexe. Définir encore une fois ce que c'est que l'intelligence artificielle, son intégration dans un système d'armement, c'est très difficile. Parce que vous êtes sur un sujet qui est, encore une fois, comme les drones, en constante évolution. Et donner une définition maintenant ces enjeux-là, pour les interdire, risque en fait d'être assez facilement contourné à moyen, voire très court terme, par l'évolution technologique. Donc, avant de penser à interdire, il faudrait déjà réussir à se mettre d'accord donc, sur cette définition, une définition qui soit durable et stable dans le temps. Ce qui, à mon sens, est quand même assez difficile en l'état. Merci pour votre éclairage, Léo Peria-Peigné. Merci beaucoup. On peut évoquer le recours à l'intelligence artificielle, à l'autonomisation des drones, mais il n'y a parfois pas besoin d'aller aussi loin pour montrer à quel point les armées sont confrontées aux adaptations sans fin, y compris face à des technologies plus anciennes. Sur le front ukrainien, on voit ainsi apparaître de plus en plus de drones reliés à leur opérateur par un fil. Explication, Elsa Anguinolfi. Un petit drone kamikaze, comme il y en a beaucoup sur le front. Mais celui-ci a une particularité, une bobine de fibre optique. Un fil presque invisible qui se déroule lors du vol. Un fil qui relie directement l'appareil à l'opérateur qui le contrôle par ce moyen. L'un des principaux avantages est la lutte contre la guerre électronique, ce qui signifie que le système de fibre optique n'est pas du tout exposé. Il s'agit d'un camouflage radio pour nos équipes. Il n'émet rien. Grâce à l'utilisation de la fibre optique, ces drones sont insensibles au système de brouillage électronique qui handicape les appareils sans fil. Si un drone radio survole des collines ou tente d'atterrir là, on perd la vidéo et le contrôle sur l'appareil. Ce drone-là continuera d'afficher l'image, quel que soit le terrain ou la végétation. C'est l'armée russe qui a déployé en premier ces drones à fibre optique, un défi de taille pour les Ukrainiens qui ont dû rapidement mettre au point leur propre modèle.
Sur certaines parties du front, on peut voir briller au soleil les nombreux fils laissés derrière eux par les drones des deux camps. La brigade Azov a même publié la photo d'un nid fabriqué avec des débris de fibre optique. Les anciens drones, nous pouvions les pirater et récupérer leur signal vidéo. Nous pouvions voir ce qu'ils filmaient et donc voir leur cible. Cela nous permettait d'avertir nos hommes afin qu'ils se mettent à l'abri. Mais avec les drones optiques, lorsque vous les voyez dans le ciel, il est déjà trop tard. Russes et Ukrainiens tentent aujourd'hui d'augmenter la portée de ces drones avec des fils toujours plus longs, plusieurs dizaines de kilomètres pour certains. Avant de se quitter, je vous renvoie au livre de notre invité, Léo Peria-Peigné. Il signe Géopolitique de l'armement, instruments et reflets des relations internationales aux éditions du Cavalier Bleu. Merci de votre fidélité. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Géopolitis. Le temps de vous dire que vous pouvez nous suivre également en tout temps sur les plateformes de la radio-télévision suisse et de TV5 Monde, ainsi que sur notre chaîne YouTube. À bientôt donc et portez-vous bien.